Il a fait les 400 coups et même le coup de feu. Il en a donné, il en a reçu. Il en a fait sa passion au point de devenir le sparring partner de Benoît Saint-Denis. Alors en attendant de recevoir Moyav, qui est un ancien militaire et aussi un combattant de MMA, voici le témoignage de Benoît Saint-Denis, qui a connu exactement la même trajectoire. C'est sûr qu'on fait des métiers qui sont légèrement artistiques. Mais d'ailleurs, je suis très heureux d'avoir pu faire ma première partie de vie avec un métier concret et réel qui était celui d'opérateur au sein des forces spéciales dans l'armée de terre. De soi-même. Je pense que le MMA, c'est un peu à mes yeux le sport originel. À la base, le sport, c'était qui est le meilleur. Et donc, on prenait deux mecs dans le sable et celui qui restait debout à la fin remportait. Il n'y avait pas de raquette ou de balle ou de ballon ou quoi que ce soit. C'est un peu un retour à la source. Mais on voit dans les Grecs antiques, on voit même avec des gantelets coquets, avec les bandages, où on voyait ils faisaient du vrai pugilat comme le pancrace moderne. Enfin, le MMA, c'est un peu du pancrace, mais remis à goût du jour. Et on voyait aussi déjà à l'époque aussi les techniques purement de lutte avec effectivement où ils n'ont rien sur les mains, où c'est de la lutte pure à l'époque. Et les gens qui font ce sport-là, je pense que c'est des gens qui sont assez durs, qui ont besoin d'être raccord avec leurs valeurs et de ne pas avoir trop de problèmes à l'extérieur du combat, parce que sinon ils ne pourront pas être performants. Propos recueillis par Jean-Baptiste Émergent et Chloé Mathieu de l'équipe du Social Média du Figaro. Bonjour Moyav. Bonjour. D'où vient ce nom ? C'était un nom qui m'a été donné dans une unité où je suis passé et que j'ai gardé. Voilà. Vous l'avez gardé et c'est le nom qui apparaît sur votre livre qui est absolument passionnant. On va y revenir. Mais puisqu'on vient d'entendre Benoît Saint-Denis, que vous connaissez bien, il parlait du MMA, quel est l'intérêt de pratiquer un sport, je reprends vos termes, dont le but est quand même de faire perdre conscience à son adversaire ? En fait, j'ai toujours été dans les sports de combat, donc depuis que j'ai 6 ans, j'ai commencé par le judo et j'ai fait beaucoup de judo. Et peut-être j'ai toujours adhéré au sport qui était les sports martiaux, où on avait une discipline et le but étant de gagner sur de la force, sur des frappes ou sur des chutes. Et après, je me suis dirigé gentiment vers le MMA et grâce à Benoît aussi, qui... Comment vous avez fait connaissance ? Et on avait un groupe d'amis en commun. Et pendant le Covid, je cherchais une salle pour m'entraîner. Et du coup, Benoît m'a proposé de venir m'entraîner avec lui au Venom. Training camp dans lequel, c'était une structure dans laquelle lui était résident. Et de fil en aiguille, j'ai intégré l'équipe avec lui et voilà, notre amitié s'est tissée comme ça. Comment se passe une séance de sparring partnership avec Benoît Saint-Denis ? Eh ben, paradoxalement, je m'entraînais beaucoup avec Benoît, mais à part les échauffements que je faisais avec lui, j'ai jamais sparé vraiment avec lui parce qu'on faisait pas du tout le même poids et il y avait des risques de blessures pour lui et puis d'un point de vue la différence de poids était trop conséquente pour que ça soit vraiment intéressant pour l'un comme pour l'autre de tourner ensemble. En tous les cas, son parcours, sa figure, ses valeurs vous ont beaucoup marqué. Ouais, Benoît, d'un point de vue sportif et son état d'esprit et je le trouve, c'est exemplaire. Il a des valeurs, il les respecte, il est humble et c'est un gros bosseur qui a pas de mal à malgré aujourd'hui le fait qu'il soit plutôt, on va dire, très connu. Il reste dans l'humilité et quand il est sur une préparation de combat, il n'hésite pas à vivre très simplement. Donc, quitte à revenir à vivre en groupe dans une chambre avec plusieurs personnes, il le ferait volontiers pour préparer ses combats. Et je crois, alors sans dire de bêtises, c'est ce qu'il a fait pour le dernier combat contre Dariush.
Votre parcours, comme celui de Benoît Saint-Denis, est passionnant. Après le divorce de vos parents, vous êtes un élève intelligent mais turbulent, capable de vous effondrer dans le classement après avoir tutoyé les sommets, et vous intégrez l'armée sans le bac. Alors merci beaucoup, parce que vous illustrez d'ailleurs dans votre livre quelque chose que je dis beaucoup à mes enfants, c'est dire, je ne me fais pas de soucis, si vous ne travaillez pas maintenant, de toute façon un jour vous devriez travailler beaucoup, ouais. Et c'est exactement ce qui vous est arrivé. Exactement. Et donc je sais à qui je vais offrir votre livre. Vous intégrez l'armée sans le bac, donc direction les chasseurs alpins, l'Afrique et puis l'Afghanistan. Vous dites que vous et vos camarades n'en sont pas vraiment revenus d'Afghanistan. Non, et c'est un constat qui a été encore fait il n'y a pas longtemps. On a recréé un petit groupe avec mes amis dans le groupe dans lequel j'étais. Et puis en parlant les uns avec les autres, il y a eu ce constat qui a, pour certains plus ou moins, été fait de quand on revient, il y a quand même un petit coup dur pour certains et un gros coup dur pour d'autres. Et l'Afghanistan, c'était quand même une mission qui a été compliquée pour tous ceux qui sont partis. Mais aussi, c'était une mission que je ne regrette pas d'avoir fait parce que ça a permis de tisser des liens, je pense, indéfectibles avec mes anciens frères d'armes. Pour lesquels je pense avoir... je garderai contact avec eux toute ma vie. Ce qui est très passionnant en lisant votre livre, c'est que vous racontez combien justement l'armée, par le fait qu'on souffre et qu'on combat ensemble, tisse des liens que qu'on ne retrouve dans nulle autre institution. Et les liens, même justement... pas dans le sport, même pas dans la MMA. Non. Les liens, ils commencent à se tisser pendant les classes. Parce que on pourrait penser que pendant nos classes, ça amuse nos cadres de nous faire souffrir en groupe. Alors moi, les classes que j'ai fait, c'était les classes un petit peu à l'ancienne où on les faisait à l'époque dans le régiment et en compagnie. C'est plus les classes dans les CFIM qui sont faites, ou qui sont un peu plus structurées. Mais je pense que ça a été bien pensé justement pour créer un groupe soudé avec beaucoup de cohésion. Et cette cohésion, au fur et à mesure des années, elle s'amplifie dans le groupe, dans l'unité, dans la section, dans la compagnie. Et au final, on se rend compte que là où on se serre le plus les coudes, c'est quand on est, vraiment en danger ou quand on subit tous en même temps. Vous entrez dans la police après l'Afghanistan et vous allez en Seine-Saint-Denis, on va y revenir. Et vous sauvez déjà, juste après d'ailleurs votre formation, vous sortez à peine de formation, vous vous trouvez dans une opération, et là vous sauvez un collègue qui vient d'être grièvement blessé. Il a pris quand même 2 balles dans la tête. Oui, 2 ou 3, ouais. Oui. Alors j'ai choisi Saint-Denis, j'ai ouvert la Seine-Saint-Denis parce que j'avais bien terminé au classement, j'avais terminé dans les 5 premiers de ma promo. Et d'ailleurs, c'était un peu l'incompréhension quand j'ai choisi ma place dans l'amphithéâtre. Et oui, cette intervention-là qui est arrivée quasiment 15 jours après mon arrivée au commissariat. Vous vous retrouvez à courser des personnes, en tout cas à traquer des personnes qui viennent de faire un braquage. On apprend d'ailleurs que parmi les braqueurs, il y a des personnes qui veulent financer des attentats et des opérations terroristes. C'est ce qui en est ressorti de l'enquête qui avait été faite par la BRB à l'époque. Alors je ne sais pas après si ça a été repris par une autre unité antiterroriste, mais en tout cas la personne qui avait été neutralisée pendant ce braquage-là, le braqueur qui a été neutralisé, c'était une personne qui était fichée S, qui était évadée de prison, qui n'avait pas réintégré la prison suite à une permission de sortie, et qui était extrêmement radicalisée, et une partie des sous, du butin, devait servir à financer un acte. Vous avez traqué également des narcotrafiquants à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, une filature de narcos? Alors, à Saint-Denis, on est vite... ils savent vite qui on est quand on commence à se balader dans la rue. Donc, il n'y avait pas de filature. Néanmoins, on arrive toujours à trouver un petit point haut, de quoi se cacher pour pouvoir les observer et pour pouvoir reconnaître qui faisait quoi.
Et c'est un jeu de chat, enfin, c'est le jeu du chat et la souris, hein. Oui, c'est le jeu du chat à la souris, mais ce que vous dites, c'est que c'est ça qui est très intéressant quand on lit, ça vaut vraiment le coup de vraiment se plonger dans le livre et de lire justement comment vous avez votre traque des narcotrafiquants. C'est un système, en tout cas le narcotrafic, c'est un système très très bien huilé, très très bien organisé. Ah, extrêmement bien fait. C'est, enfin, ceux qui sont à la tête de ça, c'est des vrais entrepreneurs, hein. Mm. Oui, Ils même des ont, start-upers. exactement, ils ont, il y a, ils établissent des objectifs de vente, ils font des promos, ils font des goodies. Chaque Goodies. Ah ouais, dans certaines cités du 93, ils offrent des briquets avec On voit les nom du briquets avec DZ Mafia ou Yoda. Exactement, ils ouvrent ils font les pochons dans lesquels il y a les produits stupéfiants avec le sigle de l'organisation, exactement. Ils offrent les feuilles pour fumer, ou ils offrent ou les cigarettes, ou le tabac. Enfin, il y a des offres exceptionnelles. Ça se fait, soit à la vente dans la cité, ou ça peut se faire aussi sur Snapchat. Ça se fait un peu n'importe où, avec des promotions, de la pub. Chaque personne a sa place, et chaque place a sa personne. Donc le chouf, lui, est là pour guetter, le banquier est là pour récupérer l'argent et compter, il y a les ravitailleurs, il y a le vendeur qui est dans les étages, enfin qui est dans un escalier, qui écoule le produit. Enfin, c'est extrêmement bien fait. C'est ça qui est impressionnant dans le récit que vous faites, c'est qu'on voit que chacun a sa place et que ça va très vite. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, parce que aujourd'hui, il y a peut-être un sentiment de fatalité par rapport à l'explosion du narcotrafic. Vous racontez une opération où c'est vous qui les avez surpris, et en moins de temps qu'il n'en fallait pour pouvoir les coffrer, hein. Bah, il y a eu beaucoup d'opérations comme ça où il y a un peu de chance. En fait, au moment où on va descendre, ou au moment où on veut mettre pied à terre, c'est le moment où il y a le ravitaillement, et puis du coup ils se sentent surpris, et puis ça part souvent, on dit à la courette, donc on leur court après, on arrive soit à les interpeller ou non. Puis il y a des moments où on manque de chance, et on arrive un peu trop tard. Mais il y a des moments où, hop, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements, et c'est ce que vous racontez dans votre livre. Il y a des moments où on tombe au bon endroit au bon moment. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup en amont. Ça dépendait. Enfin, moi, j'étais dans une unité d'anticriminalité en tenue à Saint-Denis, et du coup, on travaillait sur la journée. On ne faisait pas des dossiers sur plusieurs jours ou sur plusieurs semaines. Dès qu'on commençait le service, on commençait à travailler sur un secteur, sur un point précis, et puis on essayait de démanteler le trafic dans la journée, et d'interpeller le maximum de mises en cause. Entre l'armée et la police, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué ? Les deux ont été marquantes. Il y a du pour et du contre dans les deux, je dirais, mais... Un pour la police. Je ne saurais pas dire. Et pour l'armée ? Je dirais la camaraderie, la cohésion. Est-ce que la police, quand on vous lit, le pour, c'est pas justement l'adrénaline de l'action ? Parce que vous pouvez aller en renseignement, vous pouvez faire vous avez fait du renseignement d'ailleurs après avoir été, vous êtes blessé pour pouvoir revenir dans les forces spéciales d'ailleurs. Ouais. Mais on sent, en tous les cas, vous dites, moi ce que j'aime c'est l'action. Ah oui, j'ai toujours aimé l'action, et je suis toujours parti dans des unités. J'ai toujours, alors peut-être par souci d'orgueil ou d'ego, j'ai toujours voulu aller dans des unités un peu prestigieuses. Enfin, pas qu'un peu, toujours des unités prestigieuses. Et du coup, ces unités-là sont souvent mises à l'avant dans l'action. Donc, l'action, c'est vrai, j'en ai eu beaucoup en police, un peu moins à la fin. C'était plus l'unité de renseignement dans laquelle j'étais. J'intervenais en amont d'une action. Ça a été, oui, un point positif, mais
l'armée, quand même, à vrai dire, si je devais choisir, l'armée, quand même, a été mes plus belles années. Alors le plus frappant, parce qu'on l'a dit, vous avez vraiment sauvé littéralement un camarade de policier lors d'une traque, et vous avez toujours eu ce souci de soigner. Vous y arrivez parce que vous avez gardé votre kit soin, d'ailleurs, de l'armée. Ouais. Ce qui vous vaut, d'ailleurs, vous le racontez, une rencontre dans les jours qui suivent avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, Exactement. qui veut généraliser Exactement. votre système à l'ensemble des policiers. Ce goût du soin vous marque tellement que vous avez entamé, à 36 ans, des études de médecine. Exactement. En fait, j'ai toujours été passionné par le corps humain. Ça m'a toujours intéressé. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand j'étais à l'armée, comme vous l'avez mentionné, je suis entré à l'armée sans bac. Et que j'avais fait des cours par correspondance pour passer mon bac quand j'étais à Annecy au 27e bataillon chasseurs alpins. Et parce que je voulais devenir kiné. En sortant, si je sortais de l'armée, j'aurais bien aimé être kiné par la suite. Et cette idée-là m'a toujours trotté. Et quand j'ai voulu quand j'ai voulu faire ma reconversion professionnelle en police, j'avais déjà cette idée-là de faire médecine, mais la première année, je sais pas, peut-être un manque de confiance en moi, je m'en sentais pas capable. Et je suis reparti sur un métier de rééducation, donc j'ai fait pédicure-podologue, des études pour être pédicure-podologue. Et à la fin de ce cursus-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vraiment la capacité de pouvoir intégrer le cursus médecine. Et du coup, après, j'ai postulé pour la passerelle, le concours de la passerelle médecine que j'ai eu. Et, vous êtes en cours de formation. Et je suis en cours de formation. Bon, vous n'avez pas encore choisi votre voie finale. Vous reviendrez pour nous dire si vous êtes anesthésiste ou bien chirurgien. J'avance continuellement, quitte à prendre des coups. C'est ce que vous dites en fin de livre. Quel conseil donneriez-vous à un garçon, à une fille, à un homme, à une femme qui est aujourd'hui tenté par le désespoir? Un mot, un seul. Persévérer, je pense. Ouais, persévérer. De la volonté, de l'audace et un peu de chance. C'est votre destin. Exactement. Mouyave. Merci beaucoup. On peut le lire dans votre livre qui est absolument passionnant et qui est préfacé bien sûr par Benoît Saint-Denis, De sueur et de sang. Et c'est aux éditions Mareuil. Et c'est absolument à lire. Merci beaucoup, c'est captivant.